Merci de nous choisir parmi tant d'autres pour vous informer. Bonsoir et bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur la radio qui fait de la neutralité son affaire. Au sommaire, la première usine de production de la boisson Pepsi en République démocratique du Congo est prête pour être inaugurée. L'annonce a été faite par l'équipe de gestion du groupe Varune RDC Pepsi. Et puis, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC sont réunis à Luanda, en Angola, sous la médiation angolaise pour la 3e réunion ministérielle sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous aurez de précisions au cours de cette édition du journal. En sport, après l'avoir relégué en réserve puis mis à pied, l'Olympique de Marseille a sanctionné financièrement le défenseur congolais Chancel Mbemba. Restez branchés car le développement c'est tout de suite. Le président Félix Tshisekedi a reçu mardi 20 août 2024 à la Cité de l'Union africaine l'équipe de gestion du groupe Varune RDC Pepsi, filiale de Varune Déverrage. Le mandataire des sites firmes sont venus remettre au chef de l'État l'invitation pour l'inauguration de leur usine de production de la boisson Pepsi à Kinshasa, rapporte la dépêche de la presse présidentielle. Selon Albert Mbala, directeur de ressources humaines de Varune RDC Pepsi, qui s'est exprimé au sortir de l'audience, cet événement aura lieu à la fin de ces mois dans la commune de Maluku, où est implantée l'usine de Pepsi à Kinshasa. Je l'ai annoncé dans l'entame de ces journaux depuis mardi 20 août 2024, Thérèse Kayi-Kwamba est ministre d'État des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie et son homologue rwandais séjourne à Luanda en Angola. D'après le ministère angolais des Affaires étrangères, cette rencontre marque le début de la 3e réunion ministérielle sur la situation sécuritaire et de paix à l'est de la République démocratique du Congo. Les opérations de marquage d'armes de forces de défense et de sécurité ainsi que des civils font l'objet de la mission du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur dans la province du Lualaba. Arrivé mardi 20 août 2024, Jean-Kemer Chabani a été accueilli à l'aéroport de Kolwezi par la gouverneure de province et plusieurs autorités politico-administratives. Le patron de la territoriale au sein du gouvernement de la République démocratique du Congo a ensuite été conduit à l'hôtel du gouvernement du Lualaba où il a présidé une réunion de sécurité élargie en présence de 5 gouverneurs de province partageant la même frontière avec l'Angola. Le compte rendu de la réunion a été fait par Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba. Suivez. Je prends la parole au nom de toutes les 5 provinces qui sont aux assises dans la province du Lualaba, c'est-à-dire le Congo central, le Kasaï central, le Kwango et la province du Lualaba, afin de pouvoir donner les comptes rendus de la réunion de sécurité présidée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Nous avons su épingler la situation sécuritaire dans nos 5 provinces. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la sécurité dans ces 5 provinces est relativement calme et bien entendu, les petits problèmes ne manquent pas. Nous allons trouver des solutions et les grands problèmes de toutes les 5 provinces ont été donnés au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui a promis des solutions rapides à toutes les préoccupations de nos 5 provinces. Autre chapitre, le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Doudou Fouamba, a annoncé le déblocage de fonds d'urgence allant à
allant de 6 à 10 millions de dollars pour soutenir la prise en charge immédiate de l'épidémie de monkeypox. Cette mesure a été annoncée mardi 20 août à l'issue d'une séance de travail réunissant le ministre des Finances et celui de la Santé et les directeurs généraux du Centre africain de contrôle et de prévention de maladies, organe de l'Union africaine chargé de la surveillance et du contrôle de maladies et des épidémies. Les États-Unis d'Amérique annoncent un investissement de 15,5 millions de dollars pour appuyer l'amélioration de la desserte électrique en République démocratique du Congo au cours de ces 4 prochaines années. Suivez. Cet investissement de plus de 15 millions de dollars rentre dans le cadre du projet Power Africa, une initiative présidentielle du gouvernement des États-Unis d'Amérique lancée en 2013 visant à améliorer l'accès à une électricité fiable pour soutenir la croissance économique en Afrique subsaharienne. D'après le coordonnateur de Power Africa, Richard Nelson, qui a fait cette annonce au cours d'un échange avec la presse à Kinshasa, EECA travaille en étroite collaboration avec le parti prenante locale, y compris les agences gouvernementales, les entreprises privées, les organisations communautaires pour mettre en œuvre de solutions innovantes adaptées aux besoins de la République démocratique du Congo. Cette collaboration stratégique des Power Africa vise à réaliser des avancées significatives en matière d'infrastructures électriques, d'accès à l'énergie et des durabilités dans toute la région. EECA poursuit plusieurs objectifs, à savoir soutenir le service public gouvernementaux tels que l'autorité de régulation du secteur de l'électricité et l'Agence nationale de l'électrification et de services énergétique, développer les compétences techniques du personnel de la SNEL en matière de planification, d'analyse et d'exploitation du système électrique pour garantir une meilleure fiabilité de l'approvisionnement en électricité. Fabi Kambwende est le nom de l'avocat qui a été torturé par un général dans le Haut-Lomami. La victime ne reconnaît pas avoir porté plainte contre quiconque. Jusqu'à vu son état de santé. Il a été joint au téléphone par Christian Mouchampa. Dieu nous fait grâce et là, nous sommes dans la période de reconvalescence. La santé quand même, vous connaissez, la santé n'a pas de prix. J'ai reçu des coups de tabac, des coups de fouet, des sévices, de traitements cruels, dégradants, et je ne pouvais rien faire d'abord, me faire soigner. Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez, la personne humaine, elle trépasse facilement avec les hémorragies internes si vous n'avez pas de soins appropriés. Et je ne suis pas en justice contre quelqu'un. Je n'ai jamais porté plainte parce que d'abord, porter plainte, c'est avoir la force physique de descendre par devant les instances judiciaires afin de réclamer vos droits, de défendre vos prétentions. Et hélas, c'est les corps des avocats, à la tête les bâtonniers, et aussi certaines structures de droits de l'homme, CNDH et consorts qui se sont tous saisis d'office en voyant les images circuler de la manière. Et jusque-là, je me réserve, je ne dis absolument rien sur ma position judiciaire. Merci beaucoup. La déclaration de son Excellence Monseigneur Désiré Lengue, évêque du diocèse de Kilwa-Kasenga face aux événements tragiques du 15 août 2024 à Kilwa dans le territoire des Poitou, province du Haut-Katanga. Je vous prie de le suivre dans cet extrait. La famille de Dieu de Kilwa-Kasenga jusque-là attend votre message après le massacre des Mbidi-Kiloué, jeudi 15 août 2024 à Kilwa. Quel est le message de réconfort avez-vous envers les familles éprouvées? Qu'est-ce que vous attendez
en tant que berger de ces 3 territoires composant votre diocèse de Kilwa-Kasenga par rapport au massacre? Oui, avant de donner le message de réconfort à toutes les familles éplorées au siège du diocèse à Kilwa, où présentement j'habite, je voudrais d'abord vous exprimer le sentiment qui m'habite. C'est que je suis très triste. Quelque chose de pareil soit arrivé à Kilwa. Je me trouvais à Kilwa le jeudi quand c'est arrivé. Et donc, on ne m'a pas raconté. J'ai expérimenté cela sur ma peau. Le matin, effectivement, le jeudi matin, autour de 6 heures du matin, j'ai entendu moi-même des rafales retentir. Ce n'était pas des simples coups de balle, eh bien, c'était même des fusils d'assaut. Nous nous sommes tous demandé ce qui était en train d'arriver à Kilwa. Eh bien, 1 heure après, on a commencé à avoir des informations, à recouper, mais en fin de compte, je suis arrivé à me faire une idée claire de ce qui se passait. Ce qu'il y a eu, effectivement, mort d'homme. Il y a eu de simples gens qui n'étaient pas armés, mais qui ont été froidement abattus par les agents de l'ordre. C'était les FARDC ainsi que la police nationale. Je vous dis que j'étais à Kilwa. On ne m'a pas raconté ça. Voilà pourquoi j'exprime un sentiment de grande tristesse, mais en même temps, c'est exiger justice. Je suis un pasteur de ce peuple, de Kilwa-Kasenga, à Kilwa même, où j'habite. Quand il y a un événement comme celui-là, eh bien, l'Église catholique ne peut que faire entendre sa voix pour donner son point de vue. La tristesse, mais aussi crier justice. Parce qu'effectivement, des vies humaines ont été tronquées. Je vous dis que c'était des personnes, de par leur religion, ce sont des Mbidikilou, et c'est vrai, ils n'étaient pas armés. Pourquoi utiliser autant de force? Pourquoi une force disproportionnée pour tronquer les vies humaines? Pour preuve, j'en viens à parler d'un jeune étudiant, Pati, qui n'était même pas dans le groupe de ceux qui sont appelés les soi-disant Mbidikilou. Il n'était pas là, mais il a été froidement abattu. Voilà pourquoi moi, en tant que pasteur propre de Kilwa, eh bien, je ne peux qu'exiger justice pour que de tels actes de la part de nos agents de l'ordre qui sont supposés nous protéger, que ça n'arrive plus jamais. Et s'il y avait lieu vraiment de pouvoir recourir ou d'anéantir ces gens-là, mais les agents de l'ordre pouvaient utiliser une autre manière pour les décourager, mais directement déployer une telle force pour abattre une dizaine de personnes humaines sans aucune forme de procès. Ah non, l'Église ne peut pas se taire. Voilà pourquoi ça c'est une question très très sensible. J'en appelle justement au gouvernement de la République. Nous avons des lois, que la loi soit appliquée, que les commanditaires de ces actes ignobles puissent se payer et que justice soit faite à toutes les familles qui ont été éplorées. Et je suis de cœur avec eux. Évidemment, en tant que pasteur, je prie et je continue à prier pour eux, pour le repos de leurs âmes, mais en même temps, je crie justice. Changeons des chapitres à présent pour parler commémoration. Cela fait 3 ans depuis la mort de Baba Kyungwa Kumwanza, appelé affectueusement la sentinelle du Katanga, président de l'INAFEC, en mémoire de cette icône politique de la République démocratique du Congo. Une messe d'action de grâce a été dite à la paroisse de la basilique de la commune de la Kenya. Quel souvenir retenir du fait Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza? Séraphin Dalala, 2 élèves politiques du regretté, et joint au téléphone par Christian Mchompa. Feu patriarche Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza a été toute une bibliothèque politique congolaise en général et katangaise en particulier, sous les traces de son mentor, Feu Moïse Kapanda Tchombe. Kyungwa Kumwanza était un fin politicien, vraiment un fin politicien, avec un franc-parler, une détermination et une endurance politique incommensurable, un défenseur. Il a été un défenseur des intérêts du peuple congolais en général et du peuple katangais en particulier. Eh ben, qui dit Katanga aujourd'hui devra réellement voir et penser à ce grand homme qui n'est tout autre que Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, Baba pour le peuple katangais qui aimait l'appeler ainsi. C'est là par sa détermination politique, c'est là par ses défenses politiques pour les intérêts du peuple. Donc, toute sa vie, il a eu à travailler dans l'intérêt suprême du peuple et encore du peuple katangais.
en particulier et du peuple congolais en général. Eh bien, il n'a pas été aussi égoïste en politique. Pourquoi? Parce que il a eu à former beaucoup de ses disciples dans la politique. Non seulement dans la politique, eh ben, il a eu même à envoyer certains de ses disciples dans l'armée, dans la police, afin de servir le drapeau, afin de défendre au vrai sens du mot les intérêts du peuple congolais en général et du peuple katangais en particulier. Raison pour laquelle, même dans différents services de l'État aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont ou bien qui ont été au mamelon politique de Kyungwa Koumanza. Juste après cette petite transition, nous allons parler sport. Après l'avoir relégué en réserve puis mis à pied, l'Olympique de Marseille a sanctionné financièrement le défenseur congolais Chancel Mbemba. Le club olympien reproche au défenseur un accrochage verbal avec Ali Barak, membre du staff de l'équipe réserve. Cléophas Banza. Quelques jours après avoir mis à pied Chancel Mbemba Mangoulou, l'Olympique de Marseille a décidé de voir le défenseur congolais s'entraîner à l'écart du groupe professionnel du fait d'être considéré comme indésirable par des herbies. L'autre sanction, le club phocéen a décidé d'une retenue sur son salaire d'une dizaine de jours. Par contre, selon la province, l'unique club français vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA ne compte pas se séparer du capitaine des Léopards. Un licenciement n'est jusque-là pas encore envisagé. Cette tension entre le Congolais et son club continue à 1 an de la fin du contrat liant les deux parties. Pour rappel, après l'embrouille entre l'ancien défenseur des Porto et quelques membres de la direction de l'OM, Mbemba avait été mis à pied avant d'être convoqué à un entretien. Ainsi prend fin ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Steve Micha pour sa réalisation technique. Merci à Christian Mchompa pour la coordination. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec le même réel plaisir.